Ce soir, nous parlerons de la Mauritanie. Le candidat du pouvoir a été proclamé élu dès le premier tour de la présidentielle. Nous irons en République démocratique du Congo évoquer le massacre en Ituri. Tshisekedi dénonce une tentative de génocide. On évoquera pour les deux derniers sujets le Togo, le refus d'accréditation aux observateurs de la société civile et puis le vote dans les communes Bassa 4AV2 et Oti Sud 1. À quand ce vote? On en parle ce soir avec Jean-Paul Agbo, directeur de publication de Focus Info. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Samuel. Firmin Tepo Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel, merci de m'inviter. On attend Carlos Ketaou qui devrait être avec nous dans pas très longtemps. On commence tout de suite avec la Mauritanie. Le candidat du pouvoir, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a été proclamé lundi élu au premier tour par le Conseil constitutionnel après le rejet pour insuffisance de preuves des recours de l'opposition qui a exhorté les autorités au dialogue pour sortir de cette crise. Il succédera le 2 août prochain à Mohamed Ould Abdelaziz pour la première transition entre deux présidents élus dans ce vaste pays du Sahel secoué par de nombreux coups d'État de 1978 à 2008, date du putsch qui a porté au pouvoir Mohamed Ould Abdelaziz. Avant son élection en 2009, il ne pouvait plus se représenter après ses deux mandats avec 52% des suffrages. M. Ghazouani a recueilli la majorité absolue au premier tour le 22 juin dernier. Jean-Paul Agbo, une majorité absolue certes, mais une élection contestée. Oui, contestée. Certains diront que, comme d'habitude, dans pratiquement toutes les élections en Afrique, chaque fois qu'il y a des élections, chaque fois que le peuple est consulté, le scrutin est contesté par les perdants. Des fois à juste titre, de façon légitime, d'autres fois finalement c'est sans preuve, c'est sur le principe. Je ne suis pas mauritanien, je n'ai pas participé à l'observation électorale, mais pour moi c'est pas très surprenant que le candidat du pouvoir soit déclaré vainqueur après 2 mandats consécutifs de Abdelaziz, dont il était le dauphin. Oui. Donc il n'y a rien de surprenant. Moi, ce que je souhaite plutôt retenir au terme de cette élection, c'est le fait que les élections se sont déroulées globalement de façon apaisée et que pour la première fois dans l'histoire de ce pays, il y a une passation de pouvoir de façon démocratique et pacifique. Donc c'est surtout ça que moi je souhaite retenir. Mais également, au-delà de la contestation, au-delà de quelques euphories qu'on a pu connaître avant la décision du Conseil constitutionnel, de la Cour constitutionnelle, c'est le fait aussi que finalement, les perdants eux-mêmes, malgré les contestations, ont choisi de faire des recours devant l'institution chargée justement de connaître de ces recours. Donc, c'est plutôt ces points positifs que je souhaite mettre en avant, en précisant également que finalement, les perdants aussi en réalité, ne revendiquent pas la victoire, parce que quand j'ai suivi les uns les autres, il s'agit plutôt de contester le fait que le général Ghazouani ait gagné au premier tour, parce que d'après leur propre calcul, il s'en sortait autour de 45-46% des suffrages exprimés. Donc, ils ne revendiquent pas la victoire à eux, mais plutôt l'annulation du scrutin. Donc, je préfère mettre en avant ces points positifs plutôt que d'alimenter la contestation qu'on connaît pratiquement dans tous les pays africains à l'issue de chaque scrutin. Mais Firmin, on se retrouve dans le cas mauritanien comme dans le cas, ce qu'on a vu au Sénégal ou même au niveau du Nigeria, avec des chefs d'État où on a des élections à 2 tours, mais qui font tout pour passer dès le premier tour. Permettez que je dise deux petites choses. Vous savez, la première chose, c'est que les élections à 2 tours, tous les chefs d'État en ont peur, en quelque sorte. Ça fait peur parce que le premier tour, on peut le contrôler. Mais le deuxième tour, il est difficile de le contrôler parce que il peut surgir des alliances pas possibles qu'on n'arriverait pas à contrôler facilement. C'est pour cela que on fait tout
pour gagner au premier tour. Là, vous êtes beaucoup plus en sécurité parce que vous pouvez être déçu, vous pouvez avoir toutes les machines, mais il suffit qu'un de vos alliés vous quitte et aille soutenir les partis de l'opposition ou votre principal challenger. Ça a toujours été comme ça. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Nous ne sommes pas en France, nous ne sommes pas dans des pays beaucoup plus développés qui ont connu la démocratie ou qui pratiquent la démocratie si ça fait des années. C'est l'Afrique, c'est nous qui organisons les élections, c'est nous qui les contrôlons. C'est comme ça se passe. Mais ce que je voudrais dire est... on peut se féliciter d'une petite chose. C'est ça ma deuxième position. C'est qu'on peut dire que la démocratie ou la tendance est en marche en Mauritanie. Vu tout ce que le pays a eu à connaître de par le passé, avec des violations des droits de l'homme, avec des coups d'État, ça a vraiment orchestré. Le président sortant, Abdelaziz, est venu par coup d'État en 2008 avant d'être élu en 2009. Aujourd'hui, après ces 2 mandats et constitutionnellement, il quitte le pouvoir alors qu'il y a beaucoup d'opposants qui s'attendaient à ce qu'il se positionne encore pour un 3e mandat. On l'attendait, mais il a surpris et il a proposé son défunt. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui est en train de s'écrire pour la Mauritanie. Mais les priorités du nouveau président, c'est ça qui m'intéresse aussi. Ça prouve que le pays a emprunté une voie démocratique. Il dit qu'il va travailler au renforcement des institutions du pays, qui va mettre des structures en place qui lui permettront de discuter régulièrement avec les opposants et que les partis d'opposition au Parlement seront consultés sur des questions stratégiques. Et par rapport à la presse, il dit qu'il va travailler au renforcement de la liberté de presse et du pluralisme. Je pense que c'est une très bonne nouvelle, mais comme en tant qu'Africain, je doute un peu, mais croisons fort les doigts pour que toutes ces priorités-là deviennent réalité dans le pays. Alors, sur le dernier point qu'évoquait Firmin, Jean-Paul, est-ce que ce n'est pas aussi une manière pour le président élu? Bon, il sait qu'il est très contesté, il doit commencer déjà par donner des gages assez positifs. Bien sûr. Il arrive après 2 mandats de son prédécesseur, c'est le candidat du pouvoir. Il doit d'abord montrer qu'il n'est pas que le dauphin de Abdelaziz, qu'il a lui-même son propre projet et quand même une vision pour le pays, même s'il ne faut pas en douter que Abdelaziz va lui faire de l'ombre, mais également donner des gages d'ouverture, vu que son élection est contestée, et même si cette élection n'était pas contestée, il a été élu à 52%, une majorité absolue, mais majorité quand même étriquée. Ça veut dire que près de 50% ou 48%, pour être plus précis, des Mauritaniens n'ont pas voté pour lui. Donc, ce n'est pas non plus une large victoire. Donc, il a intérêt plutôt à rassembler le pays et à donner en tout cas des gages d'ouverture dans un pays où il y a beaucoup de divisions ethniques, il y a la question de l'esclavage, il y a un certain nombre de sujets d'ordre social qui sont préoccupants pour les populations. Alors ici, Jean-Paul l'évoquait, peut-être le président sortant va faire de l'ombre à son dauphin. Est-ce qu'on ne risque pas d'être dans un schéma de congolisation? Tu sais que dit Kabila. Oui, ça peut arriver, sauf que nous sommes en face d'un militaire. Nous sommes en face d'un militaire qui maîtrise un peu le pays, qui a été chef d'état-major pendant 10 ans. Ministre de la Défense. Qui a été ministre de la Défense aussi et qui a une très bonne relation avec le Maroc. N'oubliez pas qu'il a été élève à l'académie militaire de Meknès au Maroc. C'est quelqu'un qui a déjà des alliés. C'est quelqu'un qui maîtrise déjà sur le plan sécuritaire son pays. Et d'ailleurs, même quand vous suivez un peu ces discours, il y a des gens même qui disent, la presse même qui dit, est-ce que ce monsieur-là, est-ce qu'il ne pourrait pas à l'avenir se débarrasser de l'ombre du président sortant? Je pense que en si peu de temps, il commence... D'ailleurs, il y a déjà quelques petits clashs entre les deux. Il avait été dit par son directeur de campagne, si je ne m'abuse, qu'il
il va s'assumer en tant que président, il va gouverner le pays, il va pouvoir se représenter éventuellement dans 5 ans et que son mentor n'avait plus le droit. Le mentor a réagi quelques jours après pour dire s'il le veut, dans 5 ans, il peut revenir. Il peut revenir, voilà. Alors que quand lui, il a déjà fait 2 mandats, l'actuel président, le nouvel élu est là, il va prendre le goût, certainement, et il maîtrise. Pour avoir tout un pays en main, la première question dont il faut s'assurer, c'est la sécurité. Ouais. Il maîtrise le pays sur le plan sécuritaire et il lui sera difficile au président sortant de venir encore lui dicter sa loi. Vous savez, le pouvoir, c'est quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de critiquer, au début de l'année, on a commencé par critiquer le président Tshisekedi en disant qu'il sera toujours la marionnette de Kabila. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer qu'il est en train de se débarrasser petit à petit de l'ombre de Kabila, parce qu'il est en train de comprendre un peu comment le système fonctionne, comment les décisions se prennent, et il prend déjà, il est allé aux États-Unis, il a la CIA à ses côtés, il a la communauté internationale à ses côtés, la France qui n'était pas d'accord avec lui est en train de s'aligner derrière lui. C'est comme ça. Donc, il est en train de s'asseoir pour les années à venir. Et de la même manière, ce nouvel élu aussi va travailler à s'enraciner jusqu'à arriver à se débarrasser complètement de l'ombre du président sortant. Qu'il le veuille ou non, il sera difficile de revenir après 5 ans. Alors, oui. Oui, toujours sur cette question, je crois que il ne peut pas avoir 2 dirigeants dans un même pays. Et que tôt ou tard, le général Ghazouani prendra ses marques et plus ou moins son indépendance. Ce que je vais dire, il y a le contre-exemple russe avec Vladimir Poutine, mais oui, mais peut-être on risque d'avoir le scénario plutôt angolais, où le dauphin de Santos est arrivé, il a pris sa marque, il a démontré qu'il voulait véritablement prendre toute sa place, son leadership, et n'a pas hésité, y compris en arrêtant les enfants de Dos Santos. Donc, on peut aller vers ce scénario-là, mais en même temps, il faut se rappeler que le prédécesseur du général Ghazouani, Abdelaziz, est arrivé par un coup d'État qui lui a permis de renverser un président démocratiquement élu, qu'on accusait de poser un certain nombre d'actes qui remettaient en cause, j'allais dire, le système établi. Donc, il faut savoir aussi jusqu'où le nouveau président ne peut pas aller pour justement que son prédécesseur en revienne encore une fois à vouloir lui prendre le pouvoir. Alors, Samuel, nous avons ce cas-là, même si ce n'est pas typique au Togo, avec ce que nous avons connu avec l'actuel président qui est là en 2005. Vous savez, il y a des gens qui ont fait ce président, et aujourd'hui, tous ceux-là qui ont fait de lui président, on les voit pratiquement plus. On pourrait même dire qu'il s'est débarrassé, qu'il a réussi à se débarrasser de, vous connaissez un certain Zakari Nandja, les CI Memen, et les Pachanya Sibé sont demi-frères même qui partageaient le vécu avec lui lorsqu'il fallait célébrer le 13 janvier, donc, du jour au lendemain, et même son ancien directeur de cabinet qui a été Pascal Bodjouna, dont on dit que c'est lui qui a fait de lui président de la République en 2010. De façon exagérée. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'il est? Les rois n'aiment pas les faiseurs de rois. Les rois n'aiment pas les faiseurs de rois. Ils finissent toujours par s'en débarrasser. Non, comme dit un opposant togolais, c'est un fauteuil présidentiel, c'est pas un banc. Alors, un point que je voudrais qu'on évoque rapidement, c'est le score du second. Biram Ould Abbey, qui fait 17%, et lui, c'est un militant anti-esclavagiste. Ça veut dire quand même que cette question doit préoccuper le prochain président. Oui, ce qui fait d'ailleurs de lui le principal opposant au régime aujourd'hui. Moi, j'ai été surpris par ce score parce que je ne m'attendais pas à ce qu'un militant anti-esclavagiste qui surfe sur cette question importante, mais une question qui ne peut pas elle seule constitue un projet politique, y compris lors d'une présidentielle, arrive en deuxième position lors d'un scrutin majeur comme celui-là. Ça veut dire que c'est une question importante pour les Mauritaniens et qu'il faudra pour le prochain président de prendre ça véritablement en compte. On marque la première pause et on revient dans quelques minutes, 1-2 minutes pour continuer.